Bonjour à toutes et à tous. Avant d'attaquer cette conférence de presse, je voudrais régler quelques petits problèmes techniques. La première chose, c'est que vous allez pouvoir poser des questions, soit par l'intermédiaire de votre micro, soit par l'intermédiaire du chat. N'hésitez pas à poser des questions à tout moment. On est là pour répondre à vos questions, pour vous apporter les solutions, parce qu'il y a des informations importantes et qui méritent effectivement d'être tout à fait questionnées. La deuxième chose, c'est que nous avons effectivement un certain nombre d'intervenants qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas avec nous, et donc vous pourrez les interroger de manière aussi très très précise. Alors juste pour revenir sur cette conférence de presse, chaque année, effectivement, l'association Cyclamed a l'occasion de réunir la presse pour faire le point sur l'ensemble de ses résultats et pour donner un certain nombre de perspectives. Alors l'année 2020, comme vous l'avez vu dans ce générique, c'est une année particulière, et donc vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'informations qui nous paraissent importantes de vous donner. Alors aujourd'hui, c'est un jour particulier. Il y a deux événements importants. Le premier événement, pour la majorité d'entre vous, c'est le match de foot de ce soir. Bon, c'est très très bien, France-Allemagne, on va tous se mobiliser, effectivement, souhaiter la victoire de la France. Mais le deuxième événement important, qui à mon avis devient le premier, c'est cette conférence de presse Cyclamed, et je compte sur vous les uns et les autres pour y apporter un maximum d'informations dans vos supports, de telle façon qu'effectivement, nous profitons de cette première partie de la journée où le match de foot n'a pas encore eu lieu pour communiquer autour des résultats de notre éco-organisme Cyclamed. Alors, quel va être notre propos aujourd'hui ? La première chose, c'est que vous voyez effectivement sur cette diapositive l'ensemble des interventions. Donc moi-même, je suis Thierry Moreau-Defarge, le président de Cyclamed. Donc je vais venir effectivement vous présenter quelques informations sur le marché du médicament et sur les résultats. Nous aurons l'Institut BVA avec Muriel Burglet, qui est directeur du projet client et avec laquelle nous avons des relations depuis de très nombreuses années dans le cadre de nos études Cyclamed, et qui fera un point sur le comportement de nos concitoyens face à la récupération des MNU. Ensuite, nous verrons le bilan de la collègue, j'y reviendrai. Ensuite, tout un point qui me paraît très important, c'est toute la partie Cyclamed au cœur de la pharmacie verte. Et Laurent Villemout, qui est notre secrétaire, qui est un grand expert de la responsabilité sociale des entreprises et du développement durable, vous fera un point sur cette activité. Nous reviendrons ensuite sur toute la communication par Bénédicte Niera, que vous connaissez tous les uns et les autres. Donc je ne la présenterai pas parce que ça fait partie de nos piliers, et grâce à elle que nous avons effectivement des conférences de presse particulièrement bien réalisées. Et puis enfin, nous avons quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui joue un rôle clé au sein de l'association Cyclamed. C'est d'abord Nadine Chaya, qui est notre chef de projet environnement et logistique et qualité, et qui aujourd'hui va jouer le rôle de Madame Loyal, en gérant l'ensemble des questions et réponses. Donc n'hésitez pas à lui faire passer des questions dans le chat. Elle est là pour intervenir, mais vous pouvez aussi donc intervenir oralement. Donc voilà pour cette introduction très technique et pratique. Alors, venons-en maintenant au contexte du marché pharmaceutique avec cette crise Covid, et je crois que c'est une donnée très importante qu'il faut que vous ayez bien en tête. C'est que depuis quelques années, on vous montre effectivement une courbe régulière de la baisse de la prescription, de la baisse des ventes, de la baisse des achats de médicaments par les patients. Quand vous regardez la courbe rouge, qui est donc celle qui part en haut à gauche et qui arrive en bas à droite, c'est le volume des médicaments vendus chaque année en ville, en officine. 3 milliards 200 millions de boîtes il y a quelques années, 2 milliards 650 millions l'année dernière. Il y a donc pratiquement 550 millions de boîtes qui ont disparu. Et puis vous avez parallèlement une population qui est passée en gros de 62 millions à plus de 67 millions aujourd'hui. Donc il se passe quelque chose de très important. Là, une baisse de la consommation qui est liée effectivement à des impacts, d'abord qui a été régulière depuis donc une quinzaine d'années, qui s'est accentuée au cours de la crise Covid en 2020, et d'ailleurs tout le monde l'a dit, puisqu'on avait eu un ralentissement de la vente d'un certain nombre de médicaments liés au confinement, mais aussi lié à la protection que nous avons assurée, car en utilisant les gestes de protection, nous avons effectivement limité les rhumes, limité les grippes, limité les infections. Donc on voit bien que cette baisse, elle est très importante. Alors, derrière ça, je voudrais vous donner 4 catégories de chiffres. La première chose, parce que ça doit nous obliger à méditer, à la fois autour de la consommation, autour de Cyclamed. Les deux premiers chiffres, 52,39, c'est quoi ? C'est simplement le nombre de boîtes par habitant vendues chaque année. Vous voyez qu'on était à 52 boîtes en 2005, on est à 39 boîtes en 2020. 13 boîtes par patient, 13 boîtes par citoyen, c'est quand même quelque chose de très important. Donc vous voyez bien que cette tendance, elle est très lourde. La deuxième ligne, c'est de vous donner quelques informations sur
l'ensemble des acteurs du dispositif avec lesquels Cyclamed doit travailler. Eh bien, effectivement, nous avons d'abord 192 agences de grossistes répartiteurs qui sont réparties sur toute la France, 195 laboratoires pharmaceutiques qui adhèrent à Cyclamed, une cinquantaine d'unités de valorisation énergétique avec lesquelles nous travaillons, et puis 21 141 officines, donc représentent un maillage extraordinaire sur le territoire, puisque finalement, ça veut dire que nous avons pratiquement chacun d'entre nous, à 10 minutes, un quart d'heure de chez nous, une pharmacie d'officine pour rapporter nos médicaments non utilisés. Troisième catégorie, les grammes par habitant. Alors là, effectivement, nous étions l'année dernière à 163 grammes par habitant et par an de retour de médicaments non utilisés. En 2020, on n'est qu'à 151 grammes. Alors, on va dire, effectivement, nous avons récolté moins. Nous avons moins récolté parce que, on y reviendra dans quelques instants, on a effectivement eu moins de médicaments non utilisés à récupérer, et c'est un signe que la consommation est bien orientée. Et enfin, je voudrais revenir sur ces deux derniers chiffres qui sont ce que l'on ne dit pas suffisamment, c'est que c'est une association qui est une toute petite association, mais qui remplit un grand rôle dans l'économie sociale et solidaire et dans la protection de l'environnement. 4 salariés, uniquement 4 salariés, et un budget de fonctionnement qui représente simplement 5% de notre budget. Donc, qui est le plus petit budget de fonctionnement de tous les éco-organismes. Et j'ai tenu à vous redonner ces chiffres parce que je veux mettre en valeur l'équipe Cyclamed. Notre directeur, malheureusement, Tamara Gosset, est actuellement indisponible pour des raisons de santé, et qui a joué un rôle formidable, mais on a une équipe avec donc Bénédicte Niera en charge de la communication, Nathalie Bonnet, notre assistante de gestion, donc Nadine Chaya qui est notre responsable logistique, etc. Et puis Tamara Gosset qui joue un rôle clé dans l'organisation. Donc ces 4 personnes, elles gèrent ces grossistes, ces unités de valorisation énergétique, les pharmaciens d'officine et les industriels. Donc c'est important que vous ayez bien en tête ces chiffres. Alors maintenant, je vais laisser la parole à notre ami Muriel Burglet, qui va vous présenter les résultats de l'étude que nous faisons annuellement depuis de nombreuses années. Je tiens à la remercier pour la qualité de la prestation que nous avons depuis maintenant presque plus de 20 ans, et pour la constance des résultats, la constance de la qualité des résultats, malgré des évolutions qui sont à prendre en considération. Muriel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Thierry. Donc effectivement, je vais vous présenter quelques résultats de cette étude que nous avons réalisée fin février début mars. C'est très exactement du 25 février au 7 mars. Nous avons interrogé un échantillon assez important de 2364 Français âgés de 18 ans et plus. Échantillon représentatif et assez important pour qu'on puisse bien observer en profondeur les résultats, et on les a interrogés au travers d'un panel online. Alors, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est les habitudes en matière de dépôt. Dans un second temps, on verra les motivations des Français à rapporter les MNU, les médicaments donc non utilisés en pharmacie. Et puis, un dernier point autour de la notoriété. Donc, si on commence par le dépôt des médicaments non utilisés, on a aujourd'hui 86% des Français qui déposent leurs médicaments en pharmacie. Un résultat assez stable qui s'inscrit dans un contexte un petit peu général d'inflexion des gestes systématiques. Aujourd'hui, on a la moitié des Français qui rapportent de manière systématique les médicaments non utilisés en pharmacie. Ces personnes nous indiquent que c'est toujours la même personne en fait, qui dépose donc dans le foyer, au sein du foyer. C'est un geste qui est assuré par 8 Français sur 10, donc toujours la même personne. Et enfin, un gros tiers de clients qui rapportent, je dirais, à la fin de chacun des traitements, qui font la démarche de rapporter les médicaments en pharmacie. Alors, un point très important, c'est qu'au-delà de rapporter les médicaments non utilisés en pharmacie, il y a un geste qui s'est ajouté, c'est la séparation des emballages en carton avant le retour des MNU en pharmacie. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié qui séparent déjà, qui font ce geste de séparer avant de rapporter les médicaments, séparer donc les boîtes et les médicaments. Donc déjà plus de la moitié, et c'est un geste qui est en évolution constante, puisqu'on voit qu'il y a encore une progression cette année. Donc effectivement, c'est à la fois on a une habitude bien ancrée
de rapporter les médicaments en pharmacie, mais ce geste de séparer avant de rapporter en pharmacie commence à s'inscrire de plus en plus et est en progression. Pour ceux qui ne le font pas actuellement, il y en a donc 41% qui ne font pas ce geste actuellement, mais qui nous disent être prêts à trier à l'avenir les médicaments, et donc 41%, 4 Français sur 10 qui nous disent avoir envie de le faire. Et enfin, on a un petit peu ce qu'on peut appeler les irréductibles, donc je pense que le chiffre va s'afficher, voilà, merci. Il y a 3% qui ne trient pas aujourd'hui et qui ne sont pas prêts à le faire. Donc, vous voyez que 3%, c'est pas beaucoup. On a vraiment un terreau favorable, justement, à ces gestes de tri. Alors, une fois qu'on fait le dépôt en pharmacie, ce qui est important, c'est de bien comprendre tout ce qui motive. Je croyais qu'il y avait une question. C'est de bien comprendre ce qui motive le dépôt des médicaments non utilisés en pharmacie. Il y a 2 grands axes en fait qui vont motiver les Français à apporter les médicaments. C'est d'une part le fait de protéger, de préserver l'environnement. Et on voit que ça, c'est une motivation qui est croissante. Donc, 38% aujourd'hui font le geste de rapporter en pharmacie les médicaments pour préserver l'environnement. Il y a un deuxième axe qui est d'assurer la sécurité sanitaire dans le foyer. Ça représente 14%. Et en fait, il y a également 4 Français sur 10 qui font ce geste, mais pour les 2 motivations. Donc, à la fois la préservation de l'environnement et le fait d'assurer la sécurité sanitaire au sein du foyer. Alors, aujourd'hui, on a 2/3 des Français qui connaissent Cyclamen. C'est un résultat assez stable, globalement. Et alors, comment connaît-on Cyclamen ? On connaît Cyclamen au travers de plusieurs vecteurs. Le premier, c'est la pharmacie elle-même. Dans 42%, c'est la pharmacie qui a fait connaître Cyclamen. Donc, on voit le rôle extrêmement important des pharmacies. Donc, Thierry parlait des acteurs tout à l'heure, donc le rôle qu'ils jouent. Un deuxième mode de connaissance assez logique, la télévision avec la publicité à la télévision et le spot Cyclamen. Donc ça représente 35% des modes de connaissance. Et puis après, on a tout un tas d'autres modes de connaissance qui peuvent être autour de 10%, comme vous le voyez. Donc les émissions, reportages, l'entourage, donc c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille, la recommandation à apporter les médicaments, des articles bien évidemment dans la presse. Internet ou les réseaux sociaux, et on voit que c'est un mode de connaissance qui progresse, qui a progressé en tout cas entre 2020 et 2021. C'est vrai on s'est tous, avec cette année un petit peu atypique, on s'est tous beaucoup plus recentrés autour des modes de communication via Internet. On a également la radio, 8%, et puis le reste est beaucoup plus anecdotique. Voilà pour les principaux résultats importants. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Muriel. Ce que je vous propose effectivement, c'est que nous puissions répondre à vos questions sur les 2 premières parties que nous venons d'examiner. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. C'est la première qui est la plus difficile. La baisse de la consommation, ce n'est pas quelque chose qui vous interpelle ? Non ? Pas de commentaires ? Bonjour Marie Bonte, le quotidien du pharmacien. Je voulais savoir si un plafond de verre avait été atteint en fait dans cette participation. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une marge de progression ? Oh oui, clairement, il y a encore une marge de progression. Maintenant, vous dire à quel niveau, je pense qu'on peut penser à atteindre autour de 80%, ce qui serait finalement le plafond de verre qu'atteignent dans l'ensemble tous les éco-organismes. La difficulté aujourd'hui, c'est que l'analyse que nous faisons, c'est que ce sont souvent les jeunes et les gens peu consommateurs de médicaments
qui sont aujourd'hui, je dirais, un petit peu en retrait. Et effectivement, nous avons vraisemblablement à travailler avec ces cibles-là. D'ailleurs, Bénédicte essaye de mettre en place des programmes. Alors, on pense de temps en temps aux scolaires et autres, mais c'est assez compliqué parce qu'effectivement, l'éducation nationale est quelque chose de compliqué à impliquer. Mais il est vrai que lorsque vous êtes jeune, que vous ne prenez quasiment pas de médicaments. Vous êtes un jeune sportif, vous avez une entorse, etc. Vous avez votre boîte d'anti-inflammatoire, votre boîte d'antalgique. Et puis vous prenez votre traitement, puis quand vous arrivez à la fin du traitement, il vous reste quelque part une boîte avec 3 comprimés. Et puis vous la laissez traîner chez vous, parce que je veux dire, quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas un peu insouciant, etc. Et c'est ces gens-là qu'il faut contacter. Donc comment faire que par rapport à cette population, qui est une population qui a une grande appétence pour la protection de l'environnement, qui a une grande appétence pour la protection sanitaire, incontestablement, mais il faut qu'elle pense à rapporter sa boîte. Alors elle va à la pharmacie occasionnellement. Donc il faut que le jour où elle va racheter sa boîte de son nouvel anti-inflammatoire ou son antibiotique, elle pense à se dire « Ah mais dites donc, j'avais une boîte qui traîne quelque part, il faut que je la récupère ». Donc c'est sûrement une cible qu'il faut travailler, mais les quantités qui restent chez ces gens-là sont des quantités faibles par rapport à ce que nous rapportent les autres populations qui sont des populations plutôt consommatrices de médicaments. Merci. De rien. Autre question ? Merci Marie d'avoir lancé la première question. Pas d'autres ? Nous poursuivons ? Alors nous allons poursuivre, effectivement. Donc on va revenir effectivement au bilan de la collecte 2020 et à l'impact de la pandémie. Donc effectivement, quand on a dit que c'était une année particulière, vous avez ici sur cette courbe les tonnages collectés par Cyclamed entre 2018, 2019 et 2020. La courbe bleue que vous voyez, c'est effectivement la courbe de l'année 2020 qui marque effectivement une décroissance très significative de la récolte dans les mois de mars, avril et mai. Alors pourquoi il y a eu cette baisse de la récolte ? La première, effectivement, la crise Covid était là et effectivement les gens sont moins allés en officine. Le deuxième point important, c'est les décisions que nous avons prises au sein du conseil d'administration et au sein avec les permanents de Cyclamed sur la volonté de préserver le pharmacien d'officine pendant cette crise du Covid. Vous avez sans doute, peut-être certains d'entre vous, été amenés à rencontrer son pharmacien pendant cette période. Il était submergé de travail, il n'avait d'abord pas forcément les masques. Vous vous souvenez qu'au début, c'était un problème majeur pour les pharmaciens. Et on devait assurer leur sécurité sanitaire et assurer, un bon service aux patients. Donc nous avons conseillé, nous avons demandé à ce que la population ne continue à trier ses médicaments, mais les garde chez soi et ne les rapporte que plus tard. Et donc les messages que nous avons fait passer ont été très efficaces puisque finalement, dès le début, la baisse a été significative pour atteindre pratiquement près de 50% de baisse sur ces bois-là. Et puis, lorsque le premier confinement s'est terminé, Bénédicte nous a conseillé de relancer une campagne d'information pour effectivement restimuler la récolte. Elle a mis un petit peu de temps à démarrer, c'est évident, parce qu'il fallait que les gens reprennent leurs habitudes. Et vous voyez que cette courbe bleue, elle se situe quasiment au même niveau qu'en 2018 et en 2019. Donc on voit bien qu'on est sur une chose qui est très importante, c'est d'abord un réflexe Cyclamed qui est un réflexe acquis. Le réflexe, il est toujours là. Et quand on demande aux gens de rapporter, ils reviennent. Maintenant, effectivement, ils avaient compris que pendant les périodes de confinement, il fallait être prudent. Donc voilà une raison qui explique cette baisse de la récolte, parallèlement qui est vraisemblablement liée aussi à la quantité de médicaments vendus qui a baissé de manière significative en 2020. Alors maintenant, si on regarde les résultats plus globalement, ici vous avez des résultats par région, vous allez constater qu'effectivement, toutes les régions françaises connaissent une baisse de leur récolte en 2020, que ce soit donc en tonnage ou en grammes par habitant, puisqu'on est sur des baisses qui sont autour de moins 5, moins 10% dans certaines régions, sauf les DROMCOM. Effectivement, les DROMCOM, d'abord, nos campagnes d'information ont été plus compliquées à faire passer dans ces pays-là. En plus, les quantités étaient plus faibles. Et visiblement, il y a eu une motivation dans ces pays-là, puisque nous avons mené, et ça c'est Nadine qui a mis en place, Nadine Chaya, donc notre chef logistique et qualité, qui a mis en place toute une action avec des acteurs de santé locaux et des partenaires qui doivent nous aider à stimuler la récolte. Donc on a j'arrive pas à retrouver le nom. Facilitateurs. Des facilitateurs, merci. Des facilitateurs qui sont présents sur ces régions et donc qui permettent d'informer et de reformer la population et les pharmaciens d'officine au geste. Donc ça a été très efficace et effectivement dans les DROMCOM, on a eu une amélioration de la récolte. Donc globalement, baisse de la récolte, en gros de 7%, et qui est liée donc, comme on l'a vu, avec une baisse des ventes qui est autour de moins 5%, et en même temps une stimulation dans le cadre des DROMCOM. Donc le geste a été continué à être bien perçu.
Voilà pour ces résultats. Peut-être avant de passer à la pharmacie verte dont va vous parler Laurent, est-ce que vous avez des questions sur ces résultats de manière plus précise? Oui, bonjour, Marie-Jeanne Lefebvre pour l'APN. J'ai une question, alors que vous allez peut-être aborder après dans les perspectives, mais est-ce que vous anticipez que cette baisse de la consommation des médicaments devienne durable? Bah, écoutez, alors je vais vous répondre tout de suite. D'abord, ce qui s'est produit depuis 15 ans montre qu'il y a une certaine durabilité, puisqu'on est en gros à moins 1% par an depuis 15 ans, ce qui n'est pas assez dit. Encore une fois, on parle beaucoup du marché du médicament comme une surconsommation, du gâchis, etc. Regarde, alors parce qu'on parle du chiffre d'affaires, mais en unité, il y a une baisse très significative. Alors elle est liée vraisemblablement à une transformation aussi du marché. Je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais votre question est une très bonne question. Elle permet de dire qu'est-ce qui s'est passé depuis 15 ans. Il y a d'abord eu des classes thérapeutiques qui ont été déremboursées. SMR insuffisants, etc., et qui ont quasiment disparu, même lorsqu'elles ont été passées en produits d'automédication. On va les citer, hein, ce sont les vasoprotecteurs et les vasodilatateurs. Souvenez-vous que ces grands produits, hein, on va en citer 2 ou 3, Daflon, Cyclo 3, Tanacan, se vendaient à des millions de boîtes par mois. Aujourd'hui, ils se vendent à quelques milliers de boîtes. Et donc, c'est un changement fondamental. Il y a aussi un autre changement qui est important, c'est la transformation d'un certain nombre de comportements par l'utilisation de compléments alimentaires ou de dispositifs médicaux. Effectivement, les dispositifs médicaux ne rentrent pas dans le dispositif cyclamène. Je rappelle que nous ne récupérons que les médicaments non utilisés de ville, donc prescrits en ville. Et donc, tout ce qui est dispositifs médicaux dont on connaît la liste de manière très large, hein, elle va de la béquille, en passant par le déambulateur, continuant par le lit médical et passant par le Dexéril, qui est aujourd'hui un dispositif médical. Donc vous voyez que c'est Dexéril qui était un médicament est devenu un dispositif. Donc ça introduit aussi un changement très très important. Troisième point qui est significatif, et là aussi on n'insiste pas, les médecins prescrivent moins et les pharmaciens délivrent mieux. Et ils conseillent leurs patients de manière très précise. Donc on a effectivement un changement des comportements qui est un changement qui est véritablement quelque chose qui va se poursuivre sur le long terme. Donc moi je reste persuadé qu'on va avoir une diminution qui va être régulière de la quantité de médicaments, malgré une population qui va continuer de croître et malgré une population qui va vieillir. Donc, alors peut-être que la baisse sera moins forte certaines années, mais c'est un vrai changement. Puis, si on revient sur la quantité de médicaments non utilisés, on est aujourd'hui, les médicaments qui ont été mis sur le marché depuis une dizaine d'années par les industriels de médicaments sont des médicaments extrêmement efficaces. Ce sont des médicaments qui, entre guillemets, guérissent. Prenez les antiréviraux, prenez les antirétroviraux, prenez le Sovaldi dans le cadre de l'hépatite, prenez les anticancéreux. Les patients sont, entre guillemets, obligés de les prendre. Ils sont obligés de les prendre. Pourquoi ils sont obligés de les prendre? Parce que d'abord, ils savent qu'ils vont être, entre guillemets, soulagés et guéris. Parce que leurs accompagnants ou leurs aidants leur passent le message en disant « mais prends ton médicament, tu vas voir ce que ça va t'apporter ». Et puis parce que le médecin leur dit, et puis parce que leur pharmacien leur dit. Donc aujourd'hui, on est dans des pathologies, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, où on a des vraies révolutions thérapeutiques. Et puis, il y a ce qui va arriver. Vous êtes confrontés tous les jours, vous qui êtes de la presse médicale et pharmaceutique ou dans les rubriques santé, à une évolution fondamentale du marché pharmaceutique avec des produits qui sont de fantastiques espoirs pour l'avenir. Donc il y aura peut-être une augmentation de consommation, mais il y aura sûrement une diminution des MNU. Donc je crois que tout ça sont des vrais changements. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, merci beaucoup. Autre question? Oui, bonjour, François Couzeau, moniteur des pharmacies. Vous avez parlé du pharmacien qui délivrait mieux les médicaments. Est-ce que vous avez pu mesurer un peu l'impact des nouvelles missions, alors entretien pharmaceutique et BPM, qui favorisent l'observance, meilleur accompagnement du patient, donc meilleur suivi, meilleure observance, et également la première intervention pharmaceutique qui a à peu près 1 an aujourd'hui, c'est la dispensation adaptée. Et ça, on peut peut-être le mesurer au travers des baisses de retour de MNU sur des antalgiques. Si on en a moins donné d'antalgiques, puisqu'effectivement on adapte en fonction des besoins du patient, on donne moins d'antalgiques, donc peut-être aussi on en retrouve moins dans les MNU. Et ça, c'est à peu près 1 an. Est-ce que vous avez pu suivre un peu l'impact de ces missions, et notamment de la dispensation adaptée, par rapport à, effectivement, aux MNU d'antalgiques et autres, de produits contre la constipation, etc.
très bonne question. Alors d'abord, je vais vous répondre de manière très simple. Non, pas du tout. On n'a rien mesuré du tout. D'abord parce que nous n'avons pas les moyens de le faire en tant que, je dirais, budgétaire et que ça ne répond pas à nos missions. Je rappelle que notre mission, c'est de récupérer les médicaments non utilisés, issus des ménages. C'est une mission qui est définie dans le cadre d'un cahier des charges d'agrément qui a lieu tous les 6 ans. Nous allons d'ailleurs bientôt avoir un nouvel agrément à discuter. Donc ça nous impose des contraintes très fortes qui sont surveillées par les administrations qui tiennent absolument à ce que nous respections nos missions. Par contre, votre question, effectivement, est intéressante et nous, on a plutôt des sentiments, une perception, parce que, par exemple, nous faisons chaque année, mais je vais peut-être laisser Laurent en parler, ou Nadine, des études de caractérisation. La seule réponse que je fais, c'est quand on regarde ce qu'il y a dans les cartons Cyclamed, c'est représentatif du marché pharmaceutique. Vous dire si aujourd'hui la dispensation a eu un effet, je ne suis pas capable de le dire. Mais peut-être Laurent, tu as un point à ajouter ou... Non, c'est difficile en termes de caractérisation. On ne peut pas définir si on a moins d'antalgiques. Ce qui est certain, c'est qu'on en trouve toujours, quand on caractérise, de là à mesurer une diminution. Non, on ne peut pas le faire. Néanmoins, il est très probable qu'il y ait un effet qui se fait et qui va se poursuivre grâce à cette dispensation beaucoup plus ciblée de la part des pharmaciens. Oui, Nadine ? Nous avons une question. Oui, merci. Nous avons une question de Véronique Roy. Quid du recyclage des compléments alimentaires qu'en font les pharmaciens lorsqu'on les rapporte en officine? Alors, normalement, les compléments alimentaires qui sont pour partie vendus en officine, pour partie vendus en grande surface ou dans des centres de parapharmacie, n'ont pas à rentrer effectivement dans le dispositif Cyclamed. Normalement, le pharmacien d'officine, dans la plupart des cas, interroge son patient lorsqu'il arrive à la pharmacie pour lui poser la question « Ne me rapportez-vous que des médicaments ?» Bien entendu, le patient peut répondre « Bien sûr que oui », avec dans son sac des non-médicaments. Ce qu'on peut dire, c'est que les études de caractérisation que nous faisons depuis maintenant aussi 20 ans montrent qu'il y a certes un léger accroissement des non-médicaments, quoiqu'en 2020, il y a une forte régression, mais qu'on ne peut pas dire que le patient se précipite pour rapporter à la pharmacie d'officine ses non-médicaments, ses dispositifs, ses compléments alimentaires. Donc il a bien compris que le geste Cyclamed, ce n'était que le médicament non utilisé. Donc aujourd'hui, c'est le médicament non utilisé, Cyclamed, les autres dans le circuit des ordures ménagères. Je ferai juste une dernière réponse sur le problème des antalgiques. C'est une question qu'on nous pose assez souvent. Effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve donc de manière spécifique dans nos cartons? Et quand il y a eu différentes crises de médicaments, on nous a demandé est-ce que vous retrouvez plus de tel produit que de tel autre produit? D'abord, je rappelle toujours que nos cartons sont des cartons qui sont scellés, fermés. Une fois que le pharmacien l'a fermé, il part vers le grossiste, puis vers l'unité de valorisation, et nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. C'est grâce aux études de caractérisation que font Nadine, Tamara et Laurent et moi-même régulièrement qu'on peut savoir ce qu'il y a dedans. Ce qu'on peut dire, c'est que dans ces cartons, globalement, comme je vous le disais, on a une représentation du marché. Et c'est vrai que nous retrouvons finalement pas mal d'antalgiques. Pourquoi ? Je crois que c'est très simple. Il faut qu'on ait en tête que la classe N02B, qui est la classe des antalgiques, représente un quart des ventes du marché pharmaceutique. Sur les 2,650 milliards de boîtes, il y a 650 millions ou 700 millions de boîtes qui sont liées à des antalgiques. Donc c'est un peu normal qu'on en retrouve. Maintenant, il y a un deuxième point qui me paraît très important, et j'en discutais avec des pharmaciens hospitaliers il n'y a pas très longtemps, c'est le fait, à l'Académie de pharmacie, où on a présenté un certain nombre d'informations, c'est que les antalgiques sont effectivement achetés en quantité importante par des patients, notamment qui ont des pathologies graves, des pathologies cancéreuses. Ils achètent ces antalgiques, mais ils ne les prennent pas. Ils les achètent par précaution, en se disant « je vais avoir mal, il me faut mes produits ». Mais finalement, on constate que ce sont des patients qui ont une capacité à transgresser la douleur, à supporter la douleur, qui disent je vais peut-être attendre demain avant de prendre mon nouveau comprimé. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez constant dans le concept. Et les pharmaciens hospitaliers qui utilisent les pompes à morphine dans leur service nous confirment la chose. À l'hôpital, ils ont constaté que lorsqu'un patient a une pompe à morphine, il attend le dernier moment pour s'administrer la dose supplémentaire. Donc finalement, il y a une... Alors, est-ce que c'est pas du gâchis, puisque la pompe peut être utilisée sur une période plus longue, bien que parfois elle soit limitée en temps. Donc on a vraiment une utilisation rationnelle, et là, il faut féliciter le patient. Alors c'est vrai qu'on retrouve un peu plus d'antalgiques, enfin, on retrouve des antalgiques dans les cartons Cyclamed, mais parce qu'ils ont été livrés à bon escient, mais parce que le patient ne les utilise pas, sans doute aussi à bon escient. Autre question ?
Alors, ce que je vous propose, c'est de laisser la parole maintenant à Laurent, qui va nous faire un petit point sur la pharmacie verte. Bien, bonjour. Oui, alors la pharmacie verte, comme Thierry l'a rappelé, on est un éco-organisme. Donc, qui dit éco-organisme dit une volonté très spécifique d'aller vers la pharmacie la plus verte possible, et nous-mêmes, dans notre mission, d'être les plus verts possibles. Alors, il y a quelques années, quand Cyclamed a démarré, on parlait de retour de MNU, mais globalement. C'est-à-dire qu'on ramenait la boîte, la notice, la plaquette, et tout revenait chez le pharmacien. Et depuis quelques années, on a, bien entendu, voulu améliorer ce principe. Brûler des boîtes et des notices qui peuvent être recyclées, c'est un non-sens. Donc on a des communications depuis quelques années sur cette séparation de la boîte en carton et de la notice qui va dans le recyclage spécifique du domicile et le MNU qui va côté pharmacie. Donc ça fonctionne de mieux en mieux et on le voit dans nos caractérisations avec une diminution très notable du nombre de boîtes et de notices versus le comprimé, je dirais, la plaquette toute nue qui permet d'avoir cette efficacité. Et les pharmaciens sont, en première ligne, puisque très souvent on a des témoignages de pharmaciens qui disent moi je demande à mes patients, est-ce que vous avez bien séparé vos boîtes et vos notices? Et s'ils ne le font pas le premier coup, forcément la deuxième fois ils vont le faire. Donc ça s'améliore de plus en plus et notre espoir c'est de continuer de monter. On a vu dans l'étude BVA qu'on est quand même à 50% de gens qui le font. Il y a encore 5 ans c'était 20%. Donc on voit que ça augmente de manière très significative et ça va probablement continuer puisque la tendance, je dirais, de la patientèle est une tendance très environnementale. Donc cette sensibilité va s'accroître et on a bon espoir avec les jeunes générations que ça continue de plus en plus à se faire. Notre volonté, bien entendu, le bilan carbone, on en parle, tout le monde en parle, les entreprises ont des obligations de le faire, quand elles ne l'ont pas, elles le font quand même. Et nous, typiquement, bien entendu, on se pose cette question d'un bilan carbone optimisé au maximum. Alors aujourd'hui, on peut savoir un point quand même particulier, c'est que nos caisses de MNU sont amenées par le grossiste répartiteur en même temps qu'ils amènent d'autres médicaments quand ils livrent la pharmacie. Et quand la boîte, la caisse est remplie, le carton, il repart dans la camionnette du grossiste répartiteur qui de toute façon passe à la pharmacie. Donc ça veut dire que le bilan carbone aller à la pharmacie, retour pharmacie vers le grossiste répartiteur est un bilan à 0. Puisqu'on utilise un véhicule qui était déjà dans sa tournée. Pour autant, on ne se satisfait pas de ce sujet et on a un projet qui est d'ailleurs géré par Nadine, notre chef de projet logistique qualité, sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Thierry vous a parlé qu'on avait une 50aine d'unités de valorisation énergétique, donc ceux qui brûlent les médicaments avec récupération d'énergie, de production d'électricité ou de chaleur. Et là, pour y aller, c'est le camion qui amène des conteneurs bennes de 30 mètres cubes. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Mais on est en pleine étude, projet qui a démarré avec des phases de test pour mettre des compacteurs. Donc au lieu de faire je dirais une benne normale de cartons bien rangés, on va avoir des cartons qui vont être compactés et donc on a bon espoir de diminuer par 2 le nombre de rotations, donc par 2 notre impact carbone. Donc vous voyez, on est toujours dans cette recherche d'amélioration de manière à pouvoir optimiser notre bilan comme tout bon éco-organisme qui se respecte. Et puis on s'inscrit aussi dans toutes les bonnes pratiques. Et cette année, on a un partenariat avec Pharmasystème Qualité qui regroupe 2700 pharmacies, qui commencent à faire un pool très important de pharmacies et qui sont dans une démarche qualité qui intègre des parties environnementales de manière à ce que l'officine devienne une entreprise responsable et notamment dans les pratiques RSE. Et d'ailleurs, on a une fiche de bonnes pratiques de MNU qui fait partie de leur guide qu'ils ont édité, le guide ECOR, et nous participons à l'amélioration et donc on a des échanges qui sont très forts avec eux de manière à pouvoir continuer cet aspect-là. Donc typiquement, Cyclamed ne se contente pas de rester, je dirais, sur un fonctionnement qui tourne bien. On essaye de l'améliorer, on cherche des partenariats pour encore diminuer notre empreinte et améliorer notre qualité environnementale au travers aussi de nos communications gérées par Bénédicte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ces aspects-là? N'hésitez pas. Moi, j'en profiterai, Laurent, pour te poser une question, parce que comme tu connais bien l'environnement industriel, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des emballages et de la notion d'éco-conception au sein des industriels du médicament?
Alors, il y a quelque chose que moi, je n'avais jamais vu auparavant, mais qui commence à faire, je dirais, un peu de naissance, c'est que vous avez un certain nombre de patients qui prennent des boîtes en photo, typiquement, et qui l'envoient à l'industriel. C'est-à-dire qu'on reçoit au niveau de l'industrie une boîte en photo, dans laquelle elle dit « je ne comprends pas, j'ai une plaquette, ma boîte fait 10 cm par 10 cm par 5 et j'ai une plaquette ». Ça s'était produit il y a quelques années, mais ça n'est pas plus loin. Aujourd'hui, c'est systématiquement retransmis au niveau des équipes de marketing, de manière à dire, est-ce que c'est normal? Puis derrière, il y a tout l'impact industriel, puisque une boîte qui fait 10 par 10, si demain elle doit faire 5 par 5, peut-être qu'elle ne passe pas si bien que ça sur les lignes de conditionnement, mais il y a une vraie recherche de l'industriel maintenant pour dire, je vais améliorer ce que j'ai, et puis surtout, ce que je mets sur le marché, je l'optimise dès maintenant. Et ça, il y a un vrai changement. Moi, j'ai vécu l'époque où vous aviez pour un produit 3 flacons différents, mais une seule boîte à la fin. C'est-à-dire que vous aviez de la place. C'est fini, ça. Aujourd'hui, si vous avez 3 piluliers différents, vous avez 3 boîtes différentes. Et donc, les industriels sont de plus en plus amenés à travailler sur ces aspects-là. Plus bien entendu le carton recyclé, notices sur papier recyclé, qui ne sont pas toujours sans poser problème en termes d'industrialisation, parce que ça ne passe pas forcément aussi bien sur les lignes. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie pharmacie verte? Je ferai juste un dernier commentaire, Laurent a eu raison. Il faut que vous soyez bien conscient que notre éco-organisme a une taille relativement limitée, vous l'avez vu dans l'introduction, mais que nous avons un rôle important, enfin je dirais important, avec les moyens que nous avons, d'incitateur auprès des industriels. Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations de notre cahier des charges d'agrément. Donc Laurent, qui connaît très bien les groupes professionnels industriels, a des contacts réguliers pour inciter nos amis industriels à mettre en place des programmes d'adaptation des conditionnements, pourquoi pas des molécules, ce qui est plus compliqué, mais enfin tout ce qui peut tourner autour d'un bilan carbone optimisé. La molécule est un bon exemple. Il y a quelques années, quand on faisait un produit, une molécule active, on se posait la question de la synthèse de la molécule active. Et simplement, on ne va pas plus loin. Aujourd'hui, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire que, est-ce que si je fais ma molécule active et j'ai un déchet que je ne sais pas gérer ou qui est très dangereux, ça freine des fois le développement jusqu'à ce qu'on ait trouvé la bonne voie de synthèse. Et parfois, ce n'est pas la voie la plus efficiente en synthèse, d'un point de vue, je dirais, rendement, mais la plus efficiente jusqu'au bout, qui intègre le déchet. Ce qui ne se faisait pas il y a encore 10 ans. Pas de questions, Nadine? Si, excusez-moi, bonjour. Stéphane Devandolf pour Terragora. Vous avez insisté sur le rôle, la mission de Cyclamed. Néanmoins, est-ce qu'on pourrait imaginer, sans transgresser votre mission originelle, que vous nouiez d'éventuels ou de nouveaux partenariats avec d'autres éco-organismes, comme cela a pu se faire, je crois, dans le cadre de la récupération des notices avec l'éco-organisme dédié au papier ou autre. Est-ce qu'on pourrait imaginer que vous, sans étendre votre périmètre et votre champ d'activité, vous le complétiez à travers les partenariats? Alors, une des grandes qualités de Cyclamed, comme nous sommes une toute petite équipe, c'est que nous avons besoin de partenaires. Et nous travaillons dans tous les domaines avec de multiples partenaires. Et d'ailleurs, même, je dirais que certains de nos fournisseurs, nous les considérons comme des partenaires. Nadine, qui je fais une parenthèse, mais qui a des relations avec nos cartonniers, c'est des relations de partenariat pour faire évoluer les cartons, etc., etc. Donc nous, on a des relations. D'abord, on a un partenariat, je dirais, avec Citeo. Pourquoi? Puisqu'historiquement, il y avait un partenariat avec Adelph et puis Eco-Emballage. Nous avons une convention tripartite entre le LEM, Cyclamed et Adelph, donc Citeo, pour travailler sur l'évolution des conditionnements, l'évolution des blisters, etc. Nous avons de très bonnes relations avec Dastri, puisque Dastri s'occupe effectivement des déchets d'affection de soins à risque infectieux, mais nous menons des actions de communication ensemble pour pouvoir orienter de la meilleure manière les Dastri et les médicaments dans chacun de leurs réseaux. Donc vous voyez, en ce qui concerne, vous l'avez parlé tout à l'heure des notices, c'est vrai que maintenant que Ecofolio étant intégré à Citeo, c'est aussi intégré, on va dire, à Adelph indirectement, et donc nous avons ces partenaires. Donc nous les développons de manière très large. Maintenant, effectivement, de nouvelles opportunités pourront se présenter. Ce qu'il faut retenir quand même très clairement, c'est que la loi AGEC et toutes les lois sur l'économie circulaire qui sont sorties depuis maintenant 1 an et qui, dans les décrets d'application, sont en cours de publication,
on définit de manière très stricte les périmètres d'activité de chacun des éco-organismes. Donc aujourd'hui, nous avons, les 21 ou 22 éco-organismes qui existent, ont un périmètre très fermé. Ça n'interdit pas le fait qu'il faille penser à l'avenir et trouver d'autres solutions. Toute la réflexion sur les produits de cosmétiques est une réflexion qu'il faut mener, mais pour le moment, effectivement, ça n'est pas. Alors on a des contacts, nous, on a des laboratoires pharmaceutiques qui font des produits cosmétiques et des médicaments avec qui nous discutons de comment on pourrait faire. Mais pour le moment, ce ne sont que des discussions. Oui, excusez-moi, pour compléter ma question, le colloque ECOR organisé par Pharmasystème Qualité auquel vous faisiez allusion tout à l'heure avait démontré qu'une dizaine, je crois, d'éco-organismes étaient impliqués au sein de l'officine. Et donc ma question en fait visait à simplifier la vie des officinaux. Est-ce que finalement Cyclamed ne pourrait pas, dans ce cadre-là, dans cette perspective-là, être un peu l'organisme fédérateur, même si ça sort du cadre de la loi, j'entends bien. D'abord, chacun doit rester. Les missions sont définies. Donc, effectivement, les deux grands éco-organismes aujourd'hui sont Dastri et Cyclamed. Ça, c'est les deux structures majeures pour lesquelles les pharmaciens d'officine doivent travailler. Ça n'empêche qu'effectivement, ils ont à côté de ça, en tant que citoyens d'ailleurs, et en tant que commerçants, en tant que professionnels, d'autres déchets à traiter. Prenez les panneaux de stand, les panneaux de vitrine, les présentoirs. Effectivement, ce sont des matériaux qui sont parfois en métal, parfois en plastique, parfois en carton. Eh bien là, ils ont des structures, il y a des structures qui existent et c'est à chacun d'assurer la répartition de ces déchets sans les mettre forcément dans les encombrants, parce que les encombrants ne sont pas là dans les villes pour récupérer cela, mais en faisant appel à des sociétés. Alors c'est vrai que c'est un domaine sur lequel on s'est posé la question de voir comment on pourrait mieux informer les pharmaciens sur ces circuits qui existent, parce que beaucoup ne savent pas que ces circuits existent. Donc c'est vrai qu'il y a une réflexion à mener. On a participé, alors c'est dans d'autres structures, mais au Salon des maires de France ou des choses comme ça, à échanger là-dessus. Mais pour le moment, nous nous concentrons sur notre mission. Mais je crois qu'il faut être effectivement très ouvert. Et il y avait des réflexions qui avaient été menées il y a quelques années avec un journal médical, un journal pharmaceutique qui voulait effectivement faire une communication autour de ce sujet. Ça n'a pas abouti pour différentes raisons, mais pourquoi pas? Merci. Autre question? Pas de questions sur le chat. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à notre responsable communication qui a plein de bonnes choses à vous dire. Donc Bénédicte, que vous connaissez, je ne l'insisterai pas, va vous raconter l'histoire Cyclamed 2020 en termes de communication et vous présenter un certain nombre de perspectives de l'année 2021, parce qu'il y a des choses intéressantes qui vont se dire. Bénédicte, je vous laisse la parole. Merci Thierry. Alors en effet, pour 2021, nous allons décliner et déployer même l'ensemble des messages de communication en faveur du retour évidemment des médicaments non utilisés, c'est-à-dire sans les produits de parapharmacie, ni les compléments alimentaires, ni les dispositifs médicaux. D'ailleurs, sachez que pour cela, puisque ce n'est pas toujours facile pour le patient consommateur de faire ce distinguo, nous avons un moteur de recherche sur notre site internet qui permet en un simple clic de faire justement cette bonne identification du produit ou du médicament. On en a parlé, c'est évidemment là aussi développer donc le tri affiné, donc pour bien séparer les emballages en carton et les notices en papier au sein du domicile pour un recyclage matière. Et puis donc ces deux messages ont comme objectif évidemment d'intérêt général, à la fois de préserver la sécurité sanitaire domestique. Vous savez que le réflexe Cyclamed contribue donc à préserver la sécurité sanitaire auprès des personnes âgées qui peuvent là aussi confondre les médicaments, ce que l'on appelle les iatrogénies médicamenteuses. Donc évitons de là aussi laisser à la portée à la fois des personnes âgées qui pourraient les confondre et puis aussi des enfants bas âge qui peuvent aussi les considérer comme des bonbons. Donc le réflexe Cyclamed contribue à cette sécurité sanitaire au sein du foyer. Protéger l'environnement puisqu'on veut éviter évidemment que les médicaments soient jetés dans les poubelles d'ordures ménagères classiques avec tous les risques que cela peut comporter. Éviter qu'ils ne soient jetés dans les éviers ou dans les toilettes puisque là aussi cela pourrait finir dans les eaux de surface ou les eaux souterraines avec tous ces risques de pollution. Et puis, j'allais dire, le réflexe Cyclamed au sens large contribue
au bon usage du médicament. Voilà, le pharmacien, pour tous ses bons conseils, est responsable du médicament, de la dispensation jusqu'au devenir et jusqu'à, j'allais dire, la seconde vie du médicament. Alors, nous avons fait le choix aussi, en cette année 2021, d'être présents tout au long de la journée pour toutes les cibles aussi, de toutes les tranches d'âge. Donc le média du matin, c'est plutôt la radio. La télévision prend le relais en fin de journée et dans la soirée. Et puis, donc là, vous voyez, on a bien conçu la radio et la télévision comme deux médias complémentaires dans la journée. La radio digitale aussi, puisque nous avions fait un test en 2020 qui avait là aussi remporté un vif succès. Donc on poursuit ce média parce que c'est un média plus jeune qui permet là aussi de cibler eh bien, des tranches d'âge et notamment les jeunes qui peuvent par exemple utiliser pour des émissions à la fois le streaming, à la fois le replay, à la fois les podcasts pour les émissions qu'ils ont choisies. Donc c'est une écoute qui est beaucoup plus attentive. Et puis on peut délivrer des messages aussi qui sont plus longs, donc délivrer une certaine pédagogie. Et les jeunes peuvent être aussi des relais auprès de leurs parents, voire leurs grands-parents. Et puis, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'étude BVA, toute notre communication digitale qui passe par notre site internet ou les médias sociaux se développe bien. Et puis là aussi, on va le voir, on a un certain nombre de partenariats et c'est important aussi de les avoir parce que c'est toute cette convergence et tous ces partenariats qui peuvent nous permettre justement d'avoir un impact. Alors, donc là, vous avez notre Média Planning 2021. Vous découvrez donc là nos campagnes de sensibilisation à la télévision. Deux campagnes qui sont des campagnes fil rouge, qui sont des périodes plus longues, hein, de 6 à 8 semaines. Et puis 3 campagnes aussi qui sont plus boost, c'est-à-dire plus diffusées en prime time. Donc voilà, ce sont là aussi 2 formes de diffusion qui sont complémentaires pour la télévision. Des campagnes aussi de sponsoring à la radio, et puis 2 campagnes aussi dans l'année pour l'audio digital. Et puis là aussi, ce sera une nouveauté pour l'affichage dynamique dans les salles d'attente aussi des médecins. Et puis vous découvrez aussi ce que l'on appelle nos comités opérationnels d'orientation qui sont, j'allais dire, un peu notre tour des régions et qui s'adressent à la fois à l'ensemble de la profession à travers les responsables ordinaux, les responsables syndicaux, les grossistes répartiteurs, les autorités, les associations de patients, associations de consommateurs, les observatoires de déchets, évidemment les autorités comme l'ARS, l'ADEME. Enfin voilà, toutes ces parties prenantes sont importantes puisque là aussi, elles servent de relais très importants au sein de la profession comme vis-à-vis du grand public. Et puis nous avons aussi des points presse régionaux avec là aussi de très bonnes retombées médiatiques. Et c'est important aussi de sensibiliser évidemment l'ensemble de nos concitoyens et qui sont là aussi des relais complémentaires avec cette information de proximité qui est délivrée par le pharmacien d'officine. Alors, Ah voilà, merci. Voilà. Nous allons là aussi avoir bientôt des opérations aussi innovantes. Alors la première opération qui est inédite, c'est cette opération avec France Info, France Inter et France Bleu, là aussi d'une région. En fait, la Maison de la Radio avait lancé en 2020, et ça avait très bien marché, une opération pour l'emploi. Et là, il compte poursuivre en matière de santé. Donc là, au mois d'octobre, il est prévu une campagne, là aussi sur France Inter et France Info, campagne en fait de sponsoring. Et puis une campagne là aussi régionale sur France Bleu, ce sera probablement la région PACA. Et puis nous aurons en quelque sorte un bonus puisque nous allons participer à une conférence qui s'intitule C'est ma santé et où nous aurons aussi une présentation sur là aussi Cyclamed, son fonctionnement avec là aussi un certain nombre de parties prenantes aussi bien auprès des professionnels de santé comme vis-à-vis du grand public. Et puis ce sera diffusé là aussi à la fois en live et en replay sur le site de France Info.
Et puis alors une nouveauté aussi que l'on va réaliser, c'est cet affichage aussi dynamique dans les salles d'attente de près de 3000 médecins, essentiellement généralistes mais aussi spécialistes. Et on a choisi une implantation géographique plus en zone urbaine ou périurbaine parce que là aussi eh bien, il est plus difficile d'acquérir le réflexe cyclamètre dans les régions urbaines. C'est le cas d'ailleurs pour les autres produits ou les autres déchets. Donc voilà, on a fait ce choix. Et puis, on aura donc là 2 animations sous forme, là aussi, vous savez, des animations dynamiques à peu près de 20 secondes et qui seront là aussi diffusées dans toutes les 15 minutes dans ces salles d'attente des médecins et puis d'autres professionnels de santé. C'est le bouton vert. C'est le gros bouton vert. Voilà. Ah pardon, merci. Alors là aussi, l'ensemble de nos partenariats se développe bien, à la fois en métropole comme en outre-mer. C'est le cas par exemple dans le cadre de la campagne, vous savez, des habitudes recycler, réutiliser et réduire, voilà, merci, donc de la campagne ministérielle et de l'ADEME. Partenariat avec les Léopards du Tri pour la région de Normandie, autre opération avec le bassin d'Arcachon, avec l'ensemble justement des autres éco-organismes, la collecte Gaïa et la Fondation du Souffle pour la récupération aussi des inhalateurs, donc là en pharmacie, opération aussi en partenariat avec le premier groupe mutualiste de France qui est le groupe Vive, avec donc là toute cette multitude donc là de mutuelles, c'est donc le premier groupe. Ça. Et voilà, et donc là vous avez 2 temps forts qui sont prévus pour cette année, à la fois au mois de juin pour sensibiliser au rangement de son armoire à pharmacie familiale, et puis au mois de novembre lors de la semaine européenne de réduction des déchets. On a un certain nombre de supports de communication qui ont été réalisés, que ce soit avec donc là ce support du guide du bon usage du médicament, un jeu du tri interactif qui s'appelle Je trie mes produits de santé. Là aussi je vous invite à le faire, c'est très facile mais c'est sur l'ensemble des produits de santé et pas uniquement sur les médicaments. Voilà, et puis donc on a réalisé des affiches, des flyers, et puis il participe justement aussi à nos tours des régions, enfin voilà. C'est important parce que là aussi c'est un groupe mutualiste puissant et qui peut là aussi eh bien, sensibiliser un certain nombre de cibles, leurs ambassadeurs aussi au sein des régions, des cibles aussi des milieux scolaires, puisqu'il y a le groupe là aussi de la MGEN par exemple. Donc c'était important aussi de leur tirer un petit coup de chapeau. Et puis donc là enfin pour cette communication institutionnelle avec donc là ces partenariats, campagne donc la ministérielle des 3 R, campagne donc là qui se déploie aussi de façon plus spécifique dans l'outre-mer, et puis des expositions aussi itinérantes, recyclage dans différentes villes aussi, à la fois en outre-mer d'ailleurs comme en métropole. Merci voilà, Bénédicte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions pour Bénédicte, je suppose? De façon plus large. Bonjour, je suis Lettrine Kerry pour Profession Pharmacien. Vous m'entendez? Très bien. Une question justement concernant les pharmaciens. Est-ce qu'ils seront ciblés également par l'affichage dynamique dans leurs officines, puisqu'ils peuvent diffuser des messages sur les écrans, et s'ils sont visés également, comment peuvent-ils se procurer ces spots? Alors, on mettra évidemment à disposition ces animations. Elles ne sont pas encore réalisées, mais elles seront là aussi évidemment mises, par exemple, sur notre site internet. Et on a effectivement prévu, alors non pas un affichage comme une campagne pour les salles d'attente des médecins généralistes, mais ça sera mis à disposition puisqu'on sait qu'il y a un certain nombre de réseaux, effectivement, auprès des officinaux et qui peuvent aussi sensibiliser la patientèle auprès des officines. Oui, je crois que ce qui est important de préciser, c'est que cette opération, initialement, elle est montée donc, avec ces salles d'attente de médecins. On va la développer, on va voir ce qu'elle donne. Et puis, effectivement, d'un autre côté, nous, on met à disposition, comme le disait Bénédicte, les éléments sur notre site qui sont téléchargeables et qui peuvent être utilisés par tout groupement de pharmaciens, par toute association pour le diffuser, ou pour tout pharmacien d'officine, d'ailleurs, tout seul. Mais nous n'avons pas, pour le moment, mis en place de circuits groupés avec l'ensemble des pharmaciens d'officine. Tout est aussi une question de coût.
Donc cette opération nous a été proposée auprès des médecins. Elle nous a semblé être une opportunité. Une des grandes qualités de la communication Cyclamède depuis de nombreuses années, c'est d'avoir, avec les petits moyens que nous avons, chaque année, essayé de tester 1 ou 2 opérations nouvelles. Alors certaines ne sont pas renouvelées, d'autres sont renouvelées dans la mesure de nos moyens. Mais par exemple, la campagne d'affichage qu'on avait faite l'année dernière a eu un très grand succès sur la région parisienne et dans la ville de Lyon. Dans le métro et RER. Donc voilà une opération qu'on avait. Bon, cette année, on ne l'a pas reconduite, non pas parce qu'elle ne nous avait pas plu, mais qu'on a un budget limité et que notre idée, c'est d'essayer de développer des actions plus spécifiques sur une région ou sur une autre, ou sur un média ou sur un autre. Mais c'est effectivement une politique de Cyclamède d'essayer des choses nouvelles. Et je dois dire qu'à chaque fois, on s'est rarement trompé. On a eu 1 ou 2 opérations, on était un peu déçus, mais c'est normal, hein, de toute façon, il faut l'accepter. Mais quand vous dépensez 50 000 euros et que vous savez que le budget de Renault à la télévision ou autre est de je ne sais pas combien de millions d'euros, on ne peut pas se battre avec eux. On n'est pas dans la même cour. On n'est pas dans la même cour. Et puis on a un gros inconvénient ou un gros avantage, c'est que nous ne vendons pas nos produits. Nous ne sommes pas une automobile, nous ne sommes pas une bouteille de Coca-Cola. Nous proposons un service qui doit contribuer à la sécurité sanitaire, à la sécurité environnementale, qui sont des services qui sont clés, mais effectivement, les gens, donc il faut les convaincre. Mais peut-être un point de complément pour revenir sur la question, c'est qu'on n'est pas nombreux, mais du coup on réfléchit intensément à peu de monde. Mais si on prend cet affichage dynamique d'entrée de jeu, on va le rendre compatible pour qu'il puisse aller sur les écrans dans les officines. Ah oui. C'est-à-dire qu'on s'est posé cette question de dire je vais développer spécifiquement pour les médecins, mais en même temps on va faire en sorte que ça soit compatible sur les écrans des officinaux. Donc pour répondre à la question, oui, ils pourront à terme le passer dans l'officine avec les formats qu'ils ont. On l'a déjà fait aussi même en métropole, en Outre-mer. Donc cette possibilité sera offerte évidemment en métropole comme en Outre-mer. Cela va de soi. Autre question, Nadine? Pas de questions. Pas d'autres questions? On arrive donc à la fin. Pardon, à nouveau, Marion Jeanne de l'APM. Moi, j'ai des questions un peu plus générales. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler avec quel budget fonctionne Cyclamède et est-ce qu'il est lié à la consommation de médicaments? Est-ce que pour la consommation de médicaments baisse, votre budget baisse également? Vous avez aussi évoqué un renouvellement des conventions. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Et enfin, j'ai une question sur la loi AGEC. Qu'est-ce que ça change à votre mission? Est-ce que vous devez mettre en place des nouvelles missions, notamment dans l'éco-conception? Merci. Alors, on va attaquer tout de suite par la loi AGEC, par votre dernière remarque. Effectivement, c'est une loi qui a un impact sur l'ensemble des éco-organismes. Je vais laisser Laurent vous répondre parce qu'il l'a bien détaillé, je la connais par cœur aussi, mais comme rendons à César ce qui est à César, on a 3 ou 4 points clés sur lesquels effectivement ça génère une modification, oui, des efforts importants de notre part, mais je vais laisser Laurent vous en parler. Mais prenons la loi AGEC, et puisque l'ADEME nous pose la question, typiquement la loi AGEC a créé à l'ADEME on va dire un service qui va être en support des éco-organismes, à la fois en support soutien, en support pour faire des études, mais également qui va être là pour, on va dire, récupérer un certain nombre de data de l'ensemble des éco-organismes. Et typiquement, c'est financé par les éco-organismes. Est-ce que ça a un impact chez nous? Oui, puisque ça veut dire qu'on a un budget, une ligne budgétaire qui n'existait pas et qu'on doit créer, qui donc va être répercutée sur les industriels qui, je rappelle, sont les seuls financeurs du système. Donc voilà un exemple sur cette loi. La partie registre avec ce numéro unique qu'il va falloir qu'on travaille avec tous nos contributeurs que sont les laboratoires pharmaceutiques. Donc deuxième impact que l'on va avoir. Impact futur sur la loi AGEC, c'est qu'on sait qu'on va de moins en moins enfouir les ordures ménagères, donc elles vont partir vers les UVE qui traitent les médicaments non utilisés, puisqu'on a une obligation d'aller vers des UVE pour une incinération, ce qui veut dire que ça va nous compliquer probablement la tâche dans les mois et années à venir, puisqu'ils pourraient à terme ne pas accepter Cyclamède, simplement parce qu'ils vont être surchargés par les OM, même si on représente, j'en profite pour le rappeler, aujourd'hui, la totalité de Cyclamède en une année ne représente que 10% en moyenne d'une capacité d'une seule UVE en France. Donc ce serait un faux problème, mais elles appartiennent majoritairement ou gérées par les collectivités locales qui peuvent refuser notre apport. Voilà
quelques éléments qui peuvent avoir des impacts pour nous. Il y a un autre point, peut-être le comité des parties prenantes. Le comité des parties prenantes qu'on va être en obligation de créer, qui est lié à la loi AGEC, qui a des missions qui ressemblent, je veux dire, très fortement au conseil d'administration, puisqu'on va en gros partager les mêmes choses. Comité qui doit être géré par l'éco-organisme. Alors quand je dis financer, c'est-à-dire on ne rémunère pas les gens des comités des parties prenantes, néanmoins la totalité des frais afférents, déplacements et autres frais de bouche sont pris en charge par l'éco-organisme, et le secrétariat et la présidence est assuré par l'éco-organisme. Quelques exemples, ce qui fait que ça a un impact aussi financier sur nos contributeurs, puisqu'on a aujourd'hui anticipé une augmentation des cotisations pour faire face, entre autres, à ces éléments-là, puis aux éléments de contexte sur le fait qu'un certain nombre de traitements vont augmenter. Les TGAP, sur les 10 ans à venir, vont continuer d'augmenter. Ça, on l'anticipe d'entrée de jeu. Voilà, quelques exemples. Alors sur le budget de Cyclamed, c'est simple. Le budget de Cyclamed, il est calculé de la manière suivante, c'est les unités qui ont été vendues en ville l'année précédente. Donc pour l'année 2021, on a pris les ventes de l'année 2020. Statistiques de vente qui sont fournies par le GERS, que vous connaissez. Chaque laboratoire a un total. On multiplie ce total de ventes de boîtes par un coefficient qui a été voté en Assemblée Générale, qui ces dernières années était de 0,32 €. Et on arrive à la cotisation, si bien que il y a sur les 195 laboratoires, il y en a un qui paye une très grosse cotisation, puisqu'il a beaucoup d'unités, c'est Sanofi, qui paye plus d'1 500 000 € de cotisation. Et puis vous avez plein de petits laboratoires qui payent 50 € de cotisation par an. C'est une cotisation à l'unité. Le gros problème de Cyclamed aujourd'hui, et c'est à la fois un gros problème et une chose très importante que, encore une fois, on ne dit pas assez, c'est que vu la baisse de la consommation, notre budget, il baisse. Quand on avait 3 milliards 200 millions d'unités, 3 milliards multipliés par 0,032, ça fait tant. Et puis aujourd'hui, 2 milliards 650 multipliés par 0,032, ça fait forcément moins. Donc, et on nous demande d'assurer le même type de prestations avec, comme l'a notifié Laurent, plein de choses supplémentaires. Donc en gros, on va simplifier la vie. C'est un budget d'une dizaine de millions d'euros. Donc c'est quasiment le plus petit budget. Je crois qu'il y a simplement les phares et balises, pas les phares et balises, le budget de l'éco-organisme qui s'occupe des fusées de détresse, etc. D'Aper Pirot et d'Astri, qui sont juste un petit peu en dessous de nous, au même niveau que nous. Mais comme je vous le disais en introduction, avec un budget de fonctionnement de 5%, donc vous prenez 10 millions d'euros, ça fait 500 000 € pour assurer le salariat de 4 personnes, un certain nombre de dépenses importantes qui sont à gérer. 1 million d'euros de communication. Et Bénédicte, ça fait 6 ou 7 ans qu'elle gère le même budget et que chaque année, on nous demande de le réduire et qu'avec ce budget-là, on ne peut pas faire moins. Donc aujourd'hui, il nous faudra plus, mais bon, on va voir. Et puis le reste, c'est des frais que je qualifierais des frais de fonctionnement qui sont quasiment scellés dans le ROC. C'est qu'il faut, comme le disait Laurent, payer les unités de valorisation énergétique, payer les transporteurs, payer les cartons Cyclamed. Et tout ça, c'est nous qui l'assurons. Il faut savoir qu'en France, le système ne coûte rien à personne sauf aux industriels. En Belgique, les cartons, il y a un petit circuit qui existe, les cartons, c'est les pharmaciens qui les achètent. 1,50 €. Si demain, nous, on demandait aux pharmaciens d'officine d'acheter les cartons, je pense que ce serait la révolution. Au Québec, le pharmacien paye sa destruction de MNU. Et voilà, très bon exemple. Donc nous, on a un circuit qui est vraiment un circuit vertueux, qui fait que finalement, pour le moment, le citoyen ne paye rien. Pour le moment, le pharmacien d'officine ne paye rien. C'est l'industriel qui assume cette responsabilité depuis 1993. Rappelons que c'est les industriels qui ont pris l'initiative de la création de Cyclamed, certes accompagnés par l'ordre, accompagnés par les grossistes répartiteurs, accompagnés par les syndicats d'officine, mais c'est l'industrie qui a pris cette... Donc l'industrie a dit le médicament n'est pas un produit comme les autres, on va le traiter différemment. Mais on ne peut pas non plus demander à l'industriel d'en rajouter. Malgré tout, comme le disait Laurent, cette loi AGEC, elle va nécessiter chez nous un certain effort, et aux industriels, qui l'ont accepté d'ailleurs très clairement, que ce budget puisse couvrir ce qui va nous arriver dans les années qui viennent. Puis troisième point, je vous ai parlé, effectivement, vous avez évoqué l'idée d'un agrément. Effectivement, nous avons des agréments qui sont faits pour 6 ans. Le dernier agrément couvrait la période 2016-2021. Donc nous allons rediscuter prochainement le nouvel agrément pour la période 2022-2027, mais nous attendons toujours les directives de la part du ministère de la Transition écologique, puisque nous n'avons rien reçu à ce jour. Donc on va voir comment ça va se passer. Je vous conseille pour les uns et les autres... C'est possible de savoir de combien va augmenter le budget ?
Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour le moment, les administrations ne sont pas encore informées, c'est des décisions qu'on a prises. Mais de toute façon, tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'en gros, notre budget il va rester à 10 millions d'euros. Simplement, on va compenser la baisse des unités par une hausse de cotisation. Donc pour les industriels, au sens global, ça ne leur coûtera pas plus cher. Et ça, c'est très important. Autre question ? Oui, Stéphane Devant, à nouveau pour Terragora. Bénédicte a parlé tout à l'heure de déclinaison régionale à travers le réseau Radio France. J'ai entendu parler des Léopards de Normandie, je crois du sud de la France également. Quelles seraient les opérations envisagées dans chaque région et quelles seraient les régions qui éventuellement à ce jour ne seraient pas concernées par ces opérations régionales ou locales? Les opérations régionales, elles sont à notre initiative et surtout à l'initiative des régions. Bénédicte, elle a développé un réseau de connaissances important et on a des gens. D'abord, chaque mois, sachez que chaque mois, nous faisons une réunion en région avec deux parties. Une première réunion avec les professionnels de santé, donc les ARS, les pharmaciens d'officine, les grossistes répartiteurs, les unités de valorisation, les associations de patients et nos partenaires, parfois Harmonie Mutuelle, etc. Et donc, on fait une réunion d'information et d'échange pour perfectionner notre dispositif. Et puis, dans un deuxième temps, on a une réunion avec la presse locale, qui effectivement en général assez efficace, puisque on va dire dans 2 cas sur 3, on a la présence de FR3, on a la présence des grands médias locaux. Mais c'est effectivement des actualités qui vont paraître qu'au journal local, que sur les informations locales. Donc ça, c'est des points très importants. Maintenant, les actions régionales, elles sont forcément, je dirais, relativement limitées. Encore une fois, parce qu'ils ne sont que 4. Et même si vous avez ici sur la table deux bénévoles, parce que et Laurent et moi-même, on est des bénévoles, qui sont des passionnés de l'environnement, des passionnés du développement durable, des passionnés de Cyclamed. Bon, notre temps, même si on y consacre beaucoup de temps, et avec passion, parce que ce n'est pas un problème, ça ne fait jamais que 5,5 personnes en plus ou 6 personnes, donc on ne peut pas faire plus. Donc ce qu'on répond, c'est qu'on répond aux demandes, et on analyse les demandes, et en fonction des demandes que l'on a, les Léopards du Tri, c'est eux qui sont venus nous voir. Bénédicte les a rencontrés. Bénédicte a dit, tiens, il y a une idée intéressante, et puis on l'a développée. Si demain ça se fait... typiquement, ça pourrait se faire en Bretagne. Oui, ça peut se faire en Bretagne. Parce que c'était mené par la région Normandie, et ça peut être en Bretagne. Moi, j'avais été sollicité par le bassin aquatique de Remiremont, il y a quelques années, qui m'avait dit, il faut qu'on fasse une étude à Remiremont. Donc on a fait une étude à Remiremont, on a travaillé avec Remiremont. Le bassin d'Arcachon, c'est Bénédicte qui nous l'a apporté, parce qu'effectivement, elle avait rencontré des gens qui nous ont dit, tiens, on va faire tout un truc assez sophistiqué, et on a travaillé avec eux. Donc c'est des opérations ponctuelles, mais on ne peut pas faire les 13 régions en même temps. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont menées aussi avec tous les DROM. Ça, c'est important vraiment de le souligner parce que c'est non seulement vis-à-vis de l'ensemble des professionnels de santé, mais il y a beaucoup de collectivités locales et territoriales aussi dans les DROM. Ils sont très présents. Donc voilà, ça c'est important parce qu'il y a vraiment ce développement et on est très heureux aussi pour qu'il y ait cette mobilisation. Ils étaient peut-être un petit peu en retard pour l'ensemble du tri sélectif au sens large. Et là, oui, il y a vraiment une belle montée en puissance. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans les résultats, même de la collecte, eh bien, ça a fortement aussi progressé. C'est vraiment, je pense, quand même le résultat de toutes nos actions régionales qui ont été menées. Mais on ne peut pas mener des actions de sensibilisation, pour répondre à ta question, Stéphane. Tu vois, on ne peut pas mener plein d'actions, et notamment payantes, sur toutes les régions, parce que là, notre budget ne suffirait pas. Et nos ressources. Voilà. Ma question derrière tout cela, Bénédicte, c'était est-ce que vos interlocuteurs, ce sont les ARS ou ce sont également les exécutifs régionaux? En quel cas, qu'attendriez-vous des éventuelles élections à venir? Alors d'abord, les ARS, nous avons de bonnes relations avec elles. Nous essayons d'entretenir à chaque réunion, d'abord nous les invitons à chacune de nos réunions. Certaines viennent, certaines ne viennent pas. Il y en a quelques-unes avec lesquelles on a des relations privilégiées, mais qui sont plutôt historiques, liées à des gens qu'on a connus dans d'autres responsabilités, qui se retrouvent là et qui sont intéressés. Donc notamment par exemple sur la Corse, on a de très bonnes relations. On a inversement aussi de bonnes relations dans certaines facs.
On a de très bonnes relations avec Strasbourg, on a de très bonnes relations avec Montpellier, on a de très bonnes relations avec Marseille, on a de très bonnes relations avec Yves Lévy à Paris, enfin à Châtenay-Malabry. Donc c'est à la fois très ponctuel, mais c'est avec une implication quand même assez forte de chacun, en disant que nous, encore une fois, on est forcément limité par notre capacité à. Mais c'est vraiment des actions qu'on cherche à développer. Et donc, par rapport aux élections à venir, vous attendez quelque chose des futures équipes qui seront mises en place? Ou alors ça reste l'ARS, votre interlocuteur privilégié? L'ARS qui reste l'interlocuteur privilégié. On a une grande qualité chez Cyclamed, c'est qu'on ait un circuit extrêmement simple, qui permet pour le moment, et je pense que ça continuera dans l'avenir, et je ne dis pas ça au sens péjoratif du terme, d'éviter les collectivités locales. Donc nous sommes quasiment le seul éco-organisme qui n'a pas de lien direct avec les collectivités locales. Et ça, c'est un point fort parce que ce circuit a été créé véritablement, en autarcie, par ces industriels qui se sont dit, il y a une chaîne du médicament qui est une chaîne de médicaments extrêmement sûre, capitalisons dessus et essayons de traiter. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Donc il faut rester dans ce système de fonctionnement. Et je crois d'ailleurs, j'en suis pas sûr à 100%, mais que les autorités sont extrêmement conscientes de la qualité du dispositif et qu'il est simple. Donc je crois qu'il faut qu'on le maintienne. Donc ça ne veut pas dire que nous ne nous intéressons pas aux collectivités locales. On a encore une fois des partenariats avec les collectivités locales, mais on a des partenariats aussi assez folkloriques. Moi j'ai le hasard de temps en temps aller en province dans une collectivité locale près de Nîmes. Un jour je vois un panneau sur le marché où on m'explique les déchets médicaux. Et on me dit tous les déchets médicaux sont à rapporter chez le pharmacien d'officine. Alors je vais voir le gars, je ne me présente pas, je vais voir le gars, je lui dis, mais qu'est-ce que vous entendez par déchets médicaux? Les pansements, les couches, je dis, attendez, non, dans les pharmacies d'officine, il n'y a que les médicaments. Elle me dit, mais monsieur, vous n'y connaissez rien, donc à circuler, il n'y a rien à voir. Bon, quand vous avez un interlocuteur de ce type, il faut mieux se calmer, et puis laisser les choses se faire et aller. Mais donc vous voyez qu'on a des échanges très... on voit qu'il y a une connaissance qui est... Alors ça progresse, parce qu'on a d'autres collectivités locales avec lesquelles on fait des actions et qui nous appellent pour nous demander des flyers, qui nous appellent pour faire une affiche, qui nous appellent pour paraître dans leur bulletin. Mais encore une fois, il y a 30 000 communes, on ne peut pas faire avec les 30 000. Donc on attend. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, quand même, le développement durable, l'écologie, le traitement des déchets est un problème majeur pour tout le monde. Donc c'est sûr que ça va être pris en charge de plus en plus. Mais gardons bien en tête que le médicament, c'est d'abord de toute petite quantité. Je rappelle que c'est, en gros, pour simplifier la vie, 150 grammes par habitant et par an. Un demi-gramme par jour et par habitant. Votre poubelle d'ordures ménagères, c'est 1,5 kg par jour et par an. Les déchets alimentaires, on sait que c'est un certain nombre de kilos. Donc c'est vraiment très faible. Deuxièmement, dans ces déchets, nous en récupérons, nous, les 2/3. Donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc il reste une toute petite quantité. Et cette toute petite quantité, elle est ennuyeuse parce que si elle est rejetée de manière anarchique, elle peut polluer, etc. Mais elle ne pollue quasiment pas. Et rappelons que d'abord, dans toutes les études, on montre aujourd'hui que très peu de gens mettent leurs médicaments dans les toilettes. Ouais. C'est environ moins de 1% ou 1%, ce qui prouve bien que les gens ont perçu que le réflexe était acquis et que la majorité, entre guillemets, de la pollution des stations d'épuration, c'est d'abord lié, je suis désolé, mesdames et messieurs, et je vais être un peu grossier, aux médicaments que nous pissons. Et pour le moment, nous n'avons pas d'autre choix. Nos reins fonctionnent, tant mieux, il faut qu'ils fonctionnent. Et c'est ça. Alors c'est vrai que ça nécessite toute une réflexion sur les molécules à terme, mais qui est compliqué, d'avoir des molécules qui seraient moins polluantes. Mais aujourd'hui, le médicament non utilisé n'est pas une source de pollution. Arrêtons d'en parler. De ce point de vue-là. De ce point de vue-là. Et pour prendre Bénédicte au mot, à quand une action en Bretagne? Là tu anticipes parce que... Vous avez déjà des contacts? Oui, pour l'instant, ça passerait, si tu veux, par l'intermédiaire de la région Normandie, qui a eu du coup des contacts. La Bretagne en a entendu parler. Et du coup, voilà, ils aimeraient bien entrer dans la danse, si j'ose dire. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas te le dire. Voilà. Encore un petit vous serez informé. Encore un petit suspense. Et invité. Voilà, on note de vous informer en priorité. C'est en cours. Oui, je te tiendrai au courant, Stéphane. Merci. Merci à toi. Autre question?
un point, hein. On ne dit jamais non quand on est sollicité. Parfois, on ne peut pas aller jusqu'au bout. C'est vrai. Mais on dit jamais non. C'est un point important. Laurent a tout à fait raison, quels que soient d'ailleurs les domaines. Quand nous sommes questionnés, notre première approche est de dire on va regarder. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et puis après, si c'est une action, par exemple, de destruction, de prise en charge de certains produits, on dit c'est pas de notre responsabilité, donc on ne peut pas. Ou on va vous aiguiller sur un tel. En termes de communication, on peut dire tiens, ça on ne peut pas le faire parce que ça sort de notre message, notre type de message, etc. Sur les Dromcom, Nadine, elle est sans arrêt sollicitée. Il y a des opérations où on est obligé de dire non, mais il y a des moments où on dit oui. Donc notre première approche, c'est de dire oui. Après, on fait avec les moyens qu'on a. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a vraiment un certain nombre de collectivités locales qui, par exemple, mettent beaucoup d'informations, et notamment justement sur les MNU. Il y a des articles aussi qui sont diffusés sur le réflexe cyclamède. Alors c'est le cas, je me souviens effectivement, dans les drops, ça se fait couramment parce qu'on a des liens tous les mois aussi avec nos facilitateurs. Et puis on est sollicité, là aussi en permanence. Et il y a beaucoup de sites internet, qui parlent heureusement de notre réflexe. Ça peut être aussi dans les guides de tri. Donc sur l'ensemble des déchets, des produits, c'est important qu'il y ait cette mention uniquement aussi sur les MNU. Voilà, c'est pas un produit comme les autres, le médicament. Surtout si les collectivités locales nous suivent, aujourd'hui c'est zéro coût pour eux. Donc si jamais il y a entre guillemets un mauvais circuit de MNU que ça part vers les déchets des collectivités, elles auraient supporté un coût qui n'est pas le leur. Oui. Donc il y a un intérêt extrêmement fort à ce qu'elles communiquent sur la bonne gestion des MNU. Il y a un service offert par l'ensemble de la profession, profitons-en. Mais vous verrez dans notre rapport d'activité que vous allez recevoir, ou que vous avez, qui est sur le site internet, que si vous comparez le rapport d'activité d'il y a 10 ans à celui d'aujourd'hui, toutes ces pages autour des partenariats, on va dire que c'est des partenariats, se sont largement étoffées dans tous les domaines. Donc on est parti d'un économie qui travaillait d'une certaine manière et qui travaillait bien, mais d'abord l'environnement a changé, les médias ont changé, l'économie a changé, etc. Et on a vraiment développé un certain nombre d'actions importantes. Alors peut-être si on a d'autres questions. Peut-être qu'il est temps de conclure. Si on est temps de conclure, je voudrais revenir juste dire une chose pour la conclusion. C'est que, vraisemblablement, c'est un point sur lequel nous travaillons beaucoup au sein de Cyclamed, il y a un éco-organisme en France qui devrait voir sa récolte baisser dans les années qui viennent, c'est bien Cyclamed. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de vente de médicaments. Pourquoi ? Parce qu'il y a un meilleur usage du médicament. Et pourquoi ? Parce qu'il y a moins de médicaments non utilisés. Alors ça peut être très angoissant pour nous en se disant finalement à la limite est-ce qu'on va disparaître ? D'abord on ne disparaîtra pas, on a plein de choses à faire, mais je veux dire ça c'est un point qui me paraît très important. Et gardez bien en tête, parce que la semaine dernière il y a eu des publications sur à nouveau une recroissance de la consommation médicamenteuse liée à la crise Covid et notamment sur les anxiolytiques et les antidépresseurs. Ça a été publié dans tous les journaux en disant que les anxiolytiques flambaient et les antidépresseurs flambaient. Oui, les anxiolytiques et les antidépresseurs ont cru en 2020 par rapport à 2019, parce que la crise Covid a joué un rôle. Non, parce que cette croissance, elle ne remonte pas au niveau que nous avions en 2020, en 2005, ou en 2007, ou 2008, ou 2010. Donc, on voit bien qu'il y a une prise de conscience de l'utilisation d'un certain nombre de produits qui est faite par les médecins, et les patients, et les pharmaciens, qui se rationalisent. Mais c'est vrai qu'une phase difficile, dans laquelle nous avons tous des gens dans nos familles, dans nos proches, qui ont souffert du confinement, souffert de cette crise, des angoisses, ils ont été amenés à prendre un peu d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. D'abord, c'est très bien parce que ça leur apporte une solution, il ne faut pas le renier, mais ça n'a pas entraîné une flambée, comme on le dit. Oui, c'est une croissance temporaire. Et on espère qu'elle sera temporaire parce qu'effectivement, on est en train de retrouver la joie de vivre en ce moment. Et puis on va tous aller voir France-Allemagne ce soir. Comme la France va gagner, on va être euphorique. Absolument. Autre question ou remarque ? Bon, eh bien écoutez, je pense qu'il est temps de se quitter les uns et les autres. Merci d'abord à chacun d'entre vous d'avoir été présent. Merci de vos questions et de vos apports au cours de cette conférence. N'hésitez pas à contacter Bénédicte ou nous-mêmes, mais surtout Bénédicte qui est votre interlocuteur, si vous avez besoin de la moindre information. Et Cyclamed est toujours à votre disposition, c'est la moindre des choses. Et sachez que notre dossier de presse aussi est déjà mis en ligne aussi sur notre site internet, donc cyclamed.org. Voilà, donc et sinon on vous l'envoie et n'hésitez pas effectivement. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous. Merci pour votre participation.